Bon, maintenant que notre plateau est complet, on va ouvrir cet après-midi, du coup, sur, ben voilà, une fois qu'on sait de qui on parle et on sait avec qui on peut travailler, des exemples qui peuvent inspirer, donner à réfléchir, prendre du recul, être critique aussi. Et on a décidé donc d'axer sur voilà, quatre projets. Et il se trouve que voilà, le hasard a fait, en tout cas on l'a découvert au printemps, l'enquête proposée par la BPI sur les mineurs non accompagnés, jeunes en situation d'exil à la Bibliothèque publique d'information, était étrangement en écho avec ce qu'on préparait. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de proposer sur ce public de mineurs non accompagnés le double regard à la fois de l'enquête portée par la BPI et concrètement des ateliers et de l'accueil qu'ils font, et aussi l'expérience vécue à Montpellier, sachant que là, nous avons même un triple ou quadruple regard, puisque nous avons donc la Bibliothèque publique d'information avec Fanny Tapia, la Bibliothèque de Montpellier avec Muriel de Vosges-Prêcheur et Abiba Leifay, donc qui vous ont servi de guide en fin de matinée tout à l'heure. Nous avons l'association Lestank 34 qui est là. Alors la personne de Yann Dubois. Donc merci beaucoup pour votre présence. Et nous avons, alors, j'aime pas dire ça comme ça, mais avec des gros guillemets, un jeune. Du coup, alors là, Roméo va se sentir complètement en disant tous les regards sont sur moi. Mais voilà, c'est vrai qu'on ne parle pas de bêtes étranges dans un aquarium. Voilà. Il nous a rejoints et du coup, il va pouvoir aussi parler de sa propre place, de son point de vue sur tout ça. Merci beaucoup. J'enchaîne avec donc la présentation de l'enquête, enquête sur les mineurs non accompagnés, jeunes en situation d'exil à la Bibliothèque publique d'information. Donc effectivement, je suis Fanny Tapia et je travaille au service développement des publics et communication de la BPI, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Je vais juste faire un petit rappel de la BPI et de l'histoire de cette bibliothèque et de son actualité, puisqu'elle a une forte actualité en ce moment. Donc historiquement, la BPI est implantée dans le Centre Pompidou depuis 1977, le Centre Pompidou à Paris, et elle fait partie du projet du Centre Pompidou, puisqu'il y a 3 structures qui composent le projet du Centre Pompidou. Il y a donc la BPI, le Musée national d'art moderne, qui est souvent assimilé au Centre Pompidou. Enfin, on connaît souvent le Centre Pompidou pour le musée. Il y a une 3e entité qui est l'IRCAM, qui est l'Institut de recherche en acoustique et en musicologie, qui n'est pas physiquement dans le Centre Pompidou, mais juste à côté. Et donc, la grosse actualité, c'est que le Centre Pompidou a fermé ses portes là en septembre pour 5 ans de travaux, au moins. Et donc la bibliothèque a dû quitter les lieux et donc a déménagé depuis le 25 août dans un autre quartier, dans une bibliothèque temporaire, dans le quartier de Bercy, donc qui est un quartier à l'est de Paris, qui reste intramuros, mais qui est quand même décentralisé par rapport à son ancienne situation géographique qui était à Châtelet, donc vraiment au centre de Paris. Je vais rappeler quelques spécificités de la bibliothèque pour recontextualiser et voilà, rappeler 2-3 éléments particuliers de cette bibliothèque. Quand on était encore dans le centre Pompidou, on avait 10 000 m² de bibliothèque. Aujourd'hui, on a une bibliothèque temporaire de à peu près 8 000 m². Pour à peu près 1800 places dans la bibliothèque. On est ouvert tous les jours de l'année jusqu'à 22h, donc week-end et jours fériés compris. Donc on a une amplitude horaire qui est assez large, assez énorme, et on est fermé les mardis et le 1er mai quand même. Mais voilà, ça donne un aperçu de l'amplitude et de l'accueil du public. En parlant d'accueil du public, on propose un accueil inconditionnel et gratuit, mais ça sous-entend aussi qu'on n'a pas de carte d'abonnement, on n'a pas d'inscription, donc on accueille tout le monde tout au long de la journée. Ça implique aussi qu'on ne fait pas de prêt de documents, comme on n'a pas de carte, on ne peut pas faire sortir les documents de la bibliothèque. Et enfin, la dernière chose à savoir sur la bibliothèque, mais qui n'est pas un énorme scoop, c'est le type de public qu'on accueille. On accueille une grande majorité d'étudiants, on accueille aussi des personnes
actives, et on a aussi un petit pourcentage de personnes précaires à la bibliothèque. Voilà pour le rappel de ce qu'est la BPI. Et j'en arrive à la genèse du projet qui nous a amené à créer cette enquête auprès des publics MNA, donc des mineurs non accompagnés. L'histoire, c'est qu'à l'été 2023, on a vu arriver des groupes de jeunes hommes principalement, dans le centre Pompidou. Donc ils occupaient l'espace du hall d'entrée du centre Pompidou, mais aussi les espaces de la bibliothèque, pour venir charger leur téléphone ou se reposer. Et donc ces jeunes hommes étaient principalement originaires de Guinée-Conakry et de Côte d'Ivoire. Et donc pour vous situer un peu ce type de public, ce sont des jeunes qui dorment à la rue, qui arrivent sur le territoire français sans papier, qui demandent à être reconnus mineurs par l'État. La plupart du temps, l'État leur refuse leur reconnaissance de minorité. Et donc, ils font ce qu'on appelle un recours. Ils demandent un deuxième rendez-vous pour pouvoir de nouveau prouver leur minorité face à l'État. Et dans ce temps de latence entre le premier rendez-vous et l'attente du deuxième rendez-vous, donc cette attente, on dit qu'ils sont en recours, on dit aussi qu'ils sont en errance juridique, puisqu'en fait ils n'ont pas de statut, ils ne sont pas majeurs et ils ne sont pas reconnus mineurs. Ils ne sont pris en charge par personne. Et donc c'est là que c'est pour ça qu'on les appelle les mineurs non accompagnés, entre autres. Voilà, donc on a vu, comme je disais, arriver ces jeunes, et la question s'est posée en équipe, à savoir comment est-ce qu'on pouvait les accueillir au mieux dans le centre Pompidou, mais plus particulièrement à la bibliothèque. Et donc c'est là qu'on s'est rapproché d'acteurs sociaux, de partenaires du champ social, qu'on connaissait déjà, mais avec qui on a vraiment tissé des liens, et je pense qu'après on parlera de l'importance de créer des partenariats forts sur le territoire. Et donc on s'est rapproché de la halte humanitaire, qui est une antenne de l'Armée du Salut. Et la halte humanitaire aujourd'hui a 2 lieux d'accueil à Paris, un à Rivoli, donc qui était à l'origine pas très loin du centre Pompidou, et un autre dédié au public MNA vers la place de la Nation, donc dans le 12e arrondissement, dans le même arrondissement que la nouvelle bibliothèque. Et donc avec ce partenaire-là, on a discuté, enfin, là, ils nous ont expliqué qui étaient ces jeunes et comment est-ce qu'on pouvait les comprendre, les accueillir. Et donc à partir de là, en équipe, on est allé à la rencontre des jeunes qui étaient dans la bibliothèque pour faire connaissance avec eux, leur expliquer qu'ils avaient toute leur légitime, enfin, ils étaient légitimes de venir à la bibliothèque, pour leur rappeler aussi les règles de la bibliothèque, donc ne pas dormir par terre, c'était principalement ça, mais c'était surtout l'occasion de leur présenter la bibliothèque, de leur montrer qu'il y avait plusieurs étages dans la bibliothèque, qu'ils pouvaient s'installer sur les tables d'études où ils pouvaient charger leur téléphone aussi, qu'ils pouvaient utiliser les ordinateurs en libre service, qu'il y avait un secteur jeux vidéo, par exemple, et surtout on a un secteur auto-formation à la BPI, qui est un secteur un peu particulier, puisque dans ce secteur-là, on a tout un tas d'ordinateurs et on propose au public de pouvoir se former en autonomie sur tout un tas de logiciels, donc pour apprendre le français notamment, mais pour apprendre plein d'autres langues. Au-delà de l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, on a tout un tas de langues à proposer, et donc le public peut se former en autonomie. Et donc ce secteur d'auto-formation est très important, puisque les jeunes se sont vraiment emparés de ce secteur-là pour venir apprendre le français notamment. Et une fois que cette première prise de contact a eu lieu, qu'on a vu que ça prenait forme avec tous les jeunes qu'on avait rencontrés, qu'ils s'emparaient du lieu bibliothèque, voilà, ils allaient dans les différents étages, on avait déjà gagné un premier pari. Et la question s'est posée de qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place en plus pour répondre à leurs besoins. Il y a une enquête qui est parue, une enquête qui a été menée par la halte humanitaire, donc par l'Armée du Salut, mais aussi par Action contre la faim et puis d'autres associations, qui dit que les 3 premiers besoins de ces jeunes-là, ou en tout cas ce qu'ils font remonter, le premier c'est le besoin de l'accès à l'éducation, et c'est le besoin qui vient avant
l'accès au logement et avant l'accès à l'alimentation, à la nourriture. Donc ça nous a beaucoup surpris, mais donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut répondre à ce premier besoin, et en proposant des ateliers d'alphabétisation, des ateliers de base en français. Donc on est une dizaine de collègues volontaires dans la BPI à s'être mobilisés pour organiser ces ateliers-là. Alors j'insiste sur le terme atelier, ce ne sont pas des cours puisqu'on ne se prétend pas être des professeurs de français, on est des bibliothécaires, donc on fait avec ce qu'on connaît, avec nos sensibilités, nos centres d'intérêt, etc. Et donc on a comme ça été à la rencontre des jeunes qui étaient surtout en auto-formation pour les faire venir aux ateliers dédiés au MNA, donc pour eux. Et puis pour vous donner peut-être quelques exemples d'exercices, on s'appuyait sur les manuels de FLE du fond de la bibliothèque. On a aussi des jeux de société avec lesquels on peut apprendre le français. On faisait aussi beaucoup de graphie puisque certains ne savent pas écrire les lettres en français. Moi, je sais que je les ai amenés dans les expositions dans la BPI, mais aussi aux expositions du musée pour pouvoir avoir un support pour les ateliers. Enfin voilà, c'est assez divers et varié comme proposition. Mais ça a porté ses fruits puisque, en termes de chiffres, sur 73 séances en 2 ans, on a accueilli 678 jeunes. Voilà. Et à la suite de ça, d'autres collègues bibliothécaires ont décidé de proposer des ateliers numériques pour les MNA, en sachant que les ateliers numériques existaient déjà pour le grand public, et donc ils ont adapté ce format pour les MNA. Voilà, et j'en arrive enfin à mon enquête, mais ça a un lien puisque, en fait, cette idée d'enquête répond à un besoin conjoint entre la BPI et la Halte Humanitaire, puisque les deux ressentaient le besoin de comprendre comment les jeunes venaient à la bibliothèque, par quels moyens ils avaient connaissance de ce lieu, qu'est-ce qu'ils venaient y faire, qu'est-ce qu'ils venaient y chercher et comment l'accueil se passait, comment la cohabitation avec les autres publics se passait. Ils avaient besoin d'avoir ces éléments-là pour améliorer, déjà nous en tant que bibliothèque, pour pouvoir améliorer l'accueil pour les jeunes, et puis pour la halte humanitaire, pouvoir les réorienter vers d'autres bibliothèques, comprendre un peu ce qu'ils venaient chercher à la bibliothèque. Donc l'enquête a eu lieu à la fin des ateliers d'alphabétisation, et on a recensé la parole d'une trentaine de jeunes, entre 20 et 30 jeunes qui ont répondu à notre enquête. Donc les résultats de l'enquête, c'est que les jeunes ont besoin d'avoir un accès à l'éducation, donc la bibliothèque leur permet de répondre à ce premier besoin. Et après, ce qui nous a un peu étonné aussi, c'est vraiment la formulation du besoin d'avoir accès à un lieu où ils sont anonymes et surtout où ils peuvent se reposer. Puisque comme je l'ai dit, c'est des jeunes qui sont dans des situations extrêmement précaires et qui dorment évidemment pas très bien la nuit, et donc ils venaient aussi à la bibliothèque pour se reposer. Et ce qui ressort beaucoup dans l'enquête, c'est ce besoin d'être tranquille, d'être dans un endroit silencieux et dans lequel ils peuvent dormir, en sachant qu'on laisse les personnes dormir à la bibliothèque tant qu'ils ne dérangent pas les autres. Voilà. Et concernant la cohabitation avec les autres publics, ce qui ressort dans l'enquête, c'est que ça se passe relativement bien, puisqu'en fait, ils sont fondus dans la masse des publics, donc ils sont moins repérables que dans d'autres endroits. Il y a quand même des altercations avec certains publics, mais ça, je pense que c'est un peu inévitable, malheureusement. Et concernant l'accueil des bibliothécaires, pareil, le constat était plutôt positif, même si il y a quelques réserves sur l'accueil. Je tiens à rappeler aussi que dans le contexte de l'enquête, comme on les interrogeait à l'issue des ateliers d'alphabétisation, il faut bien se rendre compte qu'ils sont dans une salle, dans une institution, face à des bibliothécaires. Donc c'était peu propice à ce qui est que dans les réponses on trouve beaucoup de critiques par rapport à la bibliothèque, même si c'est un petit peu ressorti. Mais c'est quand même bien de rappeler que le contexte des enquêtes était fait dans un cadre plutôt
positif, ou en tout cas peut-être qu'ils avaient moins l'occasion d'être critiques par rapport au lieu. Je voudrais juste conclure en disant qu'on est très content qu'en fait cette enquête fasse des petits. L'idée de ce dossier, c'est quand même de pouvoir partager nos expériences notre expérience avec d'autres bibliothèques, de la confronter avec voilà, ce qui se passe ailleurs. Et de faire vivre aussi ce dossier et cette question de manière plus large, en sachant qu'à la fin de l'enquête, il y a tout un tas d'annexes où on a mis les fiches projets pour les différents ateliers qu'on a mis en place. Et on a mis aussi le questionnaire normalement qu'on a administré, enfin qu'on a posé, les questions qu'on a posées aux jeunes. Voilà, il y a une fiche qui explique comment mettre en place une enquête. Entre autres, parce qu'il y a d'autres choses dans les annexes. Voilà. Merci. Merci Fanny, c'est très intéressant. Et en fait, juste, je pense que autant bibliothèque ici à Emisola, notre expérience, on constate que c'est similaire que vous. C'est pareil. Nous, la différence, c'est vrai que ces jeunes, on les a touchés par le partenariat. C'est pas en autonomie. Il y en a quelques jeunes qui viennent en autonomie, voilà. Mais c'est vrai, la première fois, c'était partenariat et c'est les Stank 34 depuis 2023 qu'on travaille avec eux. Et comme l'a signalé Fanny sur l'enquête, c'est vrai que la découverte du bâtiment et on va dire commencer par une visite découverte, c'est vraiment indispensable parce que déjà nous, le bâtiment il est immense et tant qu'il vient par la voie avec le formateur et l'association, et c'est là où ils trouvent on voit la joie sur leurs yeux. Par exemple, on commence toujours par une visite découverte et pour eux, la médiathèque, c'est un lieu refuge, un lieu de ressourcement, un lieu on peut être tranquille, loin de l'errance de l'extérieur, voilà. Et se familiariser doucement après. On les voit après revenir en autonomie pour utiliser d'autres services de la médiathèque, comme les jeux, regarder un film sur place, les jeux vidéo. En fait, c'est des jeunes entre 13 et 15 ans. Et du coup, ils adorent les jeux vidéo. Et leur offrir la carte de la médiathèque, pour eux, c'est la clé, en fait. Ils ont l'accès aux jeux vidéo, aux ateliers numériques. Puisqu'avec les Stank 34, avec ces jeunes, ils ont fait pas mal d'ateliers numériques avec notre collègue Christophe, je pense qu'il est là dans la salle. Et voilà, et en même temps, au début, on a constaté que leur venue à la médiathèque, c'était plus pour des besoins primaires, comme voilà, recharger leur téléphone ou aller aux toilettes, chercher un endroit pour se réchauffer. Et après, on voit qu'ils utilisent les services, ils sont contents. Voilà. Après, je laisse peut-être Muriel aussi participer à son avis. Et l'expérience, elle est là avec les Stank 34. Moi, en fait, je t'ai vu souvent acquiescer, Roméo, quand Fanny parlait. Est-ce que toi-même, c'est une expérience que tu as vécue de venir à la médiathèque, de la découvrir, avant de parler tout à l'heure de l'atelier auquel tu as participé? Moi, je suis dans une association qui s'appelle Famille au Grand Cœur et on a un responsable qui s'appelle Nicolas. Un soir, il m'a écrit un message comme quoi est-ce que je veux participer à un manuscrit. Sinon, moi, je ne connaissais pas vraiment la médiathèque auparavant. Donc, il m'a écrit ça. Sans hésiter, j'ai répondu oui. Parce que je viens d'un pays étranger, je suis arrivé en France. Mon français, ce n'est pas vraiment correct. Donc, je cherche vraiment à améliorer. Donc, quand il m'a parlé de ça, j'étais surpris. Je me suis dit, ça me concerne. Je n'ai pas hésité, j'ai dit oui. Et on a eu des rendez-vous. Je suis arrivé ici. J'étais vraiment surpris qu'il y a beaucoup de services à utiliser. Moi, je ne sais pas du tout. Il n'y avait personne qui m'avait parlé de ça. J'étais vraiment surpris. Moi, j'ai demandé, j'ai posé des questions. Qu'est-ce que je peux faire ici? Il y a des ordinateurs, il y a plein de choses. Est-ce que ça pourrait me servir? Ce jour-là, je pense que c'était avec
c'était avec vous. Bon, elle m'a expliqué, bon, tu n'es jamais venu. J'ai dit non, je savais même pas que ça existe. Comme ça, je suis arrivé, bon, je savais que ça existait vraiment et d'apprendre des choses gratuitement parfois, même si ce n'est pas gratuit, au moins ça sert à quelque chose. Donc, elle m'a expliqué comment ça se passe, si je veux venir utiliser les ordinateurs, apprendre comment envoyer des mails, des choses comme ça. Il y a des jeux, si tu veux venir regarder des films. Ah bon? J'étais vraiment surpris. Parce que ça, dans ma tête, ça n'existait pas, des choses comme ça. J'étais vraiment surpris. Bah, j'étais tellement content. Bon, je suis resté après, on a participé à la rélecture de Nicolas. Et après, je me suis dit, bon, je vais continuer à venir. On va peut-être inverser juste le temps de parole. Il va parler aussi de cette relecture de Nicolas, en fait, on a effectivement eu une proposition venant d'un auteur qui est montpelliérain, mais d'origine belge, qui s'appelle Nicolas Ancion. Et cet auteur, en fait, publie, c'est un écrivain, parfois aussi il fait des pièces de théâtre. Et en fait, il publie des romans dans la collection La Traversée aux éditions Weyrich. Pour ceux à qui j'ai présenté le Fonds facile à lire en fin de matinée, je vous ai montré ces documents-là, ces romans. Et ce sont des romans donc, qui sont écrits au fur et à mesure par l'auteur et avec des allers-retours incessants en cours d'écriture entre l'auteur et un groupe d'apprenants. Donc en fait, ça se passe en Belgique, c'est pas en France, mais Nicolas Ancion, qui est montpelliérain, en fait, a des envies que ça puisse exister aussi ici, mais qu'on trouve peut-être un éditeur qui soit d'accord pour faire ce genre de partenariat. Et donc, en fait, Nicolas Ancion me demandait si on pouvait trouver des jeunes et des moins jeunes, enfin, c'était globalement des jeunes quand même, qui seraient d'accord pour participer à la relecture d'un manuscrit en cours qu'il avait déjà fait relire en Belgique, mais qui n'avait jamais été relu en France. Et donc, on a cherché des jeunes allophones qui étaient en cours d'apprentissage de la langue française. Et c'est dans ce contexte que Roméo a pu venir. Et également des jeunes de l'association Entrée avec. Donc, on a travaillé avec 2 associations, Famille Grand Cœur et Entrée avec. Et donc, effectivement, il y a eu 2 séances. Et dans ces 2 séances, Nicolas Ancion lisait son manuscrit et s'arrêtait pour avoir justement des échos de ce qui était compris, pas compris. Donc là, je vais redonner le micro à Roméo pour qu'il vous explique un petit peu comment lui, il l'a vécu. Et voilà. Alors, pour dire, ça a été vraiment super. J'étais très content d'avoir participé à la rélecture. C'était ma première fois. Je ne savais pas que j'allais aussi apporter mon avis. C'était vraiment surprenant pour moi. Il lisait certaines parties et il demande notre avis. Est-ce qu'on a bien compris? Et là, je pense aussi que c'était destiné aux des personnes étrangères qui ne maîtrisent pas vraiment le français pour un peu faciliter la lecture. Donc, il y avait certains mots qu'on ne comprenait pas, qui étaient un peu durs à un étranger de comprendre. Donc, on arrive à demander l'explication, comment... bon, là, il essaie quand même de nous expliquer. Et après, on se dit, ben, si vraiment ce livre est destiné aux étrangers, vraiment, il y a certains mots. Donc, là aussi, il arrive à comprendre que certains mots, bah, pour les Français, c'est facile à comprendre, mais pour nous, les étrangers, c'est compliqué. Donc, ensemble, on a essayé de trouver les mots qui sont un peu faciles à comprendre pour faciliter la lecture pour les personnes étrangères qui ne maîtrisent pas la langue française. Et c'était vraiment super. On a bien rigolé ensemble. Il y a certaines parties de l'histoire qui fait un peu rire. Et là, j'étais vraiment content. Et ça aussi, ça m'a permis qu'après que je suis rentré chez moi, je relis certaines parties, je rigole tout seul. Déjà, ça m'a changé un peu le moral, la tête un peu. Et là, je dirais que ça m'a beaucoup aidé à continuer la lecture. Parce que je trouvais que c'est
très important de lire. Quand tu lis, parfois il y a des mots, tu comprends. Si tu ne comprends pas, tu fais les recherches, comment ça se dit. Tu fais les recherches pour pouvoir comprendre exactement ce que ça voulait dire. Donc ça m'a beaucoup aidé. Je dirais que c'est ça aussi qui a déclenché que j'ai continué à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir mieux parler le français. Donc c'était vraiment agréable avec Nicolas. On était tout contents, on a pris des photos ensemble. Là, je suis rentré dans l'association parce que j'étais la seule personne qui a participé dans notre association. Et quand je suis retourné, j'ai parlé avec les autres, mais vous ne savez pas ce que vous avez raté, franchement. Mais c'était très intéressant, c'est pour nous aider à aller mieux. Mais vous ne savez pas ce que vous avez raté. Là, il me disait que peut-être la prochaine fois aussi, ils vont faire tout pour pouvoir participer. C'était vraiment bien. Merci. Ça fait plaisir d'entendre ça. Alors, les Stank 34, on n'a pas les jeunes, mais on a le formateur qui arrive. Ils arrivent souvent avec Yann pour toutes les activités, soit les ateliers, la visite découverte, la création de la carte, le changement de mot de passe. C'était un peu compliqué pour eux, comme pour nous, parce qu'on est passé à un autre mot de passe de 12 caractères. C'est vrai que c'était plus facile pour eux la date avec le dollar, mais ils ont réussi à créer tout ce mot de passe parce que c'était vital d'avoir la carte. Et ce qui m'a aussi, je trouve qu'aussi, il y a le soutien, parce que quand j'ai vu Yann, parce qu'il partait, il a fait visite découverte avec ce groupe, et après il partait en congé, il ne voulait pas partir sans que les jeunes auront le mot de passe, parce qu'ils vont revenir ici utiliser les ordinateurs, voilà. Et on a tout fait pour tout le groupe, il est reparti avec la carte et le mot de passe. Alors pour les témoignages, je laisse Yann parler les retours des participants, parce que c'est lui qui a les retours des jeunes. Bonjour tout le monde. Peut-être je fais une petite présentation de la structure où je travaille, donc de l'Estank. L'Estank, c'est un accueil provisoire d'urgence, donc ça va faire un peu écho un peu à la même catégorie de jeunes dont tu as parlé. C'est un accueil provisoire d'urgence pour les mineurs non accompagnés. C'est-à-dire que par rapport à ce dans leur parcours, comme a parlé tout à l'heure Fanny, nous on est le lieu, donc l'Estank qui est censé accueillir des jeunes dans le moment, c'est-à-dire où ils sont en cours d'évaluation de leur minorité et de leur isolement. En fait, parce que ça c'est une étape indispensable dans le parcours des mineurs non accompagnés. En France, il faut que leur minorité et leur isolement soient attestés. Donc ça, c'est pas nous qui nous en occupons, nous on est seulement la structure qui les hébergeons. Et dans le cadre de l'hébergement, de la prise en charge, en fait, il y a une équipe éducative, une proposition avec une proposition scolaire aussi avec une enseignante de FLE et un éducateur sportif, une animatrice socioculturelle. Donc il y a pas mal de choses qui sont mis en place autour d'eux pour leur permettre de passer cette période en fait qui n'est pas forcément une période facile d'un point de vue psychologique, sachant qu'ils arrivent en plus après un parcours qui a, comme vous pouvez un peu l'imaginer, qui peut avoir été très difficile, voire traumatisant. Donc dans cette période-là, tout ce qui est mis en place autour d'eux vise à quand même, on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre du prendre soin, et toutes les propositions, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient dans la remobilisation, dans le travail sur l'estime de soi, dans la proposition sportive, tout ça vise à améliorer aussi leur bien-être en fait sur le moment. Donc ça c'est l'Estank, c'est censé donc voilà accueillir les jeunes qui sont dans cette situation-là. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des fois, il y a des prises en charge qui s'étendent. Il y a des temps qui se sont aussi étendus dans l'attente de l'évaluation. Donc, ce qui fait qu'on est aussi amené à pouvoir les accompagner dans la préparation du projet. Et donc, tout ça, mis bout à bout, fait que la médiathèque, en fait, a été un partenaire très précieux, je dirais. Parce qu'il faut savoir que ces jeunes, quand ils sont en attente d'évaluation, ils n'ont pas accès à la scolarité, ils n'ont pas accès à une formation. Donc en fait, ils sont voilà, et plus ce temps est long, plus pour eux ça peut devenir problématique, parce qu'il y a aussi une course en fait jusqu'à la majorité. Et après, on passe sur une autre démarche, on va dire, hein, parce que en fait, avant la majorité, ce qu'ils attendent, en fait, l'évaluation leur permettra d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais après, par contre, on passe sur une demande de titre de séjour, en fait.
Donc la question de pouvoir s'engager dans une formation avant la majorité est quand même quelque chose de stratégique aussi. Là, on parle de quelque chose de très concret pour ces jeunes-là. Et donc, bien sûr, on est amené à les ressources que propose la médiathèque. Dans ce sens, elles ont été pour nous très précieuses. Aussi parce que justement, la médiathèque, on a la chance d'avoir des professionnels comme Abiba ou Muriel et d'autres qui sont aussi tournés vers ces publics, comme la BPI, hein, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose de très important pour eux parce qu'ils arrivent avec des profils, je dirais, scolaires qui sont très variés. Mais quand même, on va dire qu'il y a quand même un grand nombre qui arrive avec une très très grande fragilité qui est en termes d'apprentissage, de scolarisation, qui n'ont été scolarisés que quelques années, certains qui n'ont pas été scolarisés du tout, certains qui sont non-scripteurs, qui ne savent pas écrire. Donc il y a quand même une grande diversité en fait, d'un point de vue des apprentissages aussi dans les jeunes qu'on accompagne. Et la médiathèque propose quelque part des réponses, en tout cas aussi, enfin en tout cas des propositions pour ces différents types de niveaux. Comme les ateliers premiers pas, par exemple pour les allophones qui ne parlent pas du tout français. Voilà, parce qu'il y a aussi il y a des jeunes qui sont francophones, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont allophones, qui sont non francophones, même complètement. C'est-à-dire que sur les stands, pour vous donner une idée des types de nationalités qui sont représentées, bien sûr ça tourne beaucoup, mais on a beaucoup de Guinéens, des Maliens, des jeunes qui viennent du Bangladesh, du Pakistan, parfois de Turquie, d'Albanie, du Maghreb. Donc, et tous ces jeunes vivent ensemble sur le site, en fait. Et donc, il y a aussi toute une partie de notre travail qui est tournée pour, je dirais, faire que tout le monde vive ensemble, autour de valeurs d'entraide, de solidarité. Donc, nous, en fait, comment ça s'est passé, en fait, le partenariat avec la médiathèque? C'est que, d'abord, ça s'est passé un petit peu par hasard autour d'une séance de projection en fait, commune du film Intouchable avec le CADA Elisa. Et c'est à partir de là que la rencontre s'est faite. Donc ça, c'était en juin 2023. Depuis juin 2023, après on a enchaîné donc, avec les premiers groupes de l'Estang qui sont venus pour faire la carte, faire l'abonnement, le processus qu'a décrit Abiba. Je dirais que depuis juin 2023, il y a quand même environ 150 jeunes de l'Estang qui ont pu bénéficier d'un abonnement donc, à la médiathèque, un abonnement individuel. Pour eux, ça ne veut pas forcément dire venir emprunter des livres ou ce genre de choses. La médiathèque, c'est aussi une ouverture sur la ville. C'est aussi un espace où ils peuvent rencontrer d'autres gens. Et je pense que grâce au travail aussi qui a été fait, qui a été mis en place par la médiathèque, c'est-à-dire de se tourner vers ces publics-là, c'est aussi un lieu où ils se sont sentis bienvenus. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour eux. Parce qu'on ne peut pas nier le contexte général dans lequel ils évoluent, d'être étrangers, de venir de pays africains ou asiatiques. C'est aussi se confronter à une réalité qui n'est pas forcément facile, le racisme, ce genre de choses, et d'avoir un espace, qui est un espace public, où tout est fait pour montrer qu'en fait, ici, tu es le bienvenu. Tu peux avoir l'usage que tu souhaites ici, il y a suffisamment de choses. C'est vrai que, par exemple, le fait qu'il y ait un espace jeux vidéo ici, c'est une vraie porte d'entrée pour certains jeunes. Voilà, c'est une vraie porte d'entrée, c'est-à-dire que souvent, dans la foulée de la visite, le lendemain ou le surlendemain, la première chose qu'ils vont venir faire, c'est venir tester la salle de jeux vidéo, par exemple. C'est ce genre de choses. Il y en a d'autres qui sont venus pour pouvoir bénéficier de l'espace multimédia. Après, je vous avouerai que je n'ai pas un recul suffisant pour pouvoir vous donner... en tout cas, je n'ai pas de statistiques sur dans quelle mesure les jeunes utilisent vraiment en autonomie leur abonnement. Moi, je sais qu'ils y viennent de temps en temps. Après, il y a des périodes où ils viennent moins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour eux, c'est un vrai plus d'avoir cet abonnement. On l'utilise aussi, nous, depuis le site, parce qu'ils ont un accès, avec leur carte, ils ont un accès sur les fonctions du site internet de la médiathèque. Donc ça ouvre aussi ces possibilités-là. Ça, c'est pour l'aspect quelle utilisation ils en font de manière autonome. Voilà, on va dire que ça, c'est encore un point qui est probablement améliorable, avec peut-être les accompagner pour des emprunts de livres, en fait, avec tout ce qui est mis en place pour les ouvrages en facile à lire et à comprendre. On peut trouver plein de choses encore à améliorer. Après, on a une deuxième, le partenariat avec la médiathèque, il s'exerce d'une deuxième manière,
c'est dans les ateliers collectifs qu'on met en place. Et là, pour le coup, il y a beaucoup plus de suivi. Ils sont ou en tout cas les ateliers, ou en tout cas les propositions collectives. C'est-à-dire que déjà, on a mis en place depuis maintenant plusieurs mois des ateliers informatiques avec l'espace La Fabrique et avec Christophe, que certains ont rencontré ce matin. Donc, dans le cadre de nos missions communes de lutte contre l'électronisme, en fait, c'est des temps aussi qui sont vraiment importants. Certains de ces jeunes n'ont jamais appris à se servir d'un ordinateur. Et c'est l'une des premières fois où ils sont mis en situation de vraiment avoir le temps de pouvoir apprendre à s'en servir, pour pouvoir après se servir d'une boîte mail, pour pouvoir gagner en autonomie avec un ordinateur. Ça a été ici. Et puis après, je passe un peu vite, parce que sûrement j'oublie des choses, mais je pourrais y revenir. Il y a aussi autre chose qui est vraiment bien, qu'on a commencé à régulariser, à inscrire dans une régularité ici. On organise une séance de cinéma mensuelle, en fait, parce que la médiathèque ici le permet. La salle qui est sur la mezzanine, en fait, qui est d'environ 45 places, je crois, peut être privatisée, en fait, avec un film de notre choix. Et ça, c'est des temps aussi qui peuvent être vraiment super pour les jeunes aussi, parce que voilà, je finis alors là-dessus. En tout cas, c'est l'occasion aussi de remercier la médiathèque, parce que pour nous, en tant que professionnels, ça nous ouvre encore des ressources, et c'est un appui vraiment précieux. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour vos regards qui étaient à chaque fois variés, et singuliers et pertinents. Je peux juste compléter par rapport à l'expérience avec Nicolas Ancion et les éditions, la collection La Traversée chez Weyrich. Sur le site internet, on fait chaque année, enfin pas sur le site internet, c'est chaque année on invite un éditeur pour parler de son offre éditoriale, de sa démarche. Et donc les éditrices de la collection La Traversée, donc c'est vraiment du natif facile à lire, parce qu'il y a tout ce travail d'aller-retour, sont intervenues, je crois, il y a 2-3 ans. Donc je vous remettrai aussi le lien. C'est vraiment très intéressant de les écouter parler sur comment est-ce qu'elles travaillent justement cette offre éditoriale spécifique. Moi, je suis Guillemette Saillour, donc m'occupe d'une association sur la Paillade, le Grand Mail. Et donc, on a aussi des ordinateurs, et on emmène aussi quelquefois les personnes à la médiathèque du départemental Pierre-Vive, où il y a des jeux vidéo et aussi des accès à l'Internet. Petite question plutôt sociale. Quand on a commencé à démolir la tour d'Assas, on a eu énormément de jeunes, sans doute en grande précarité, de moins jeunes, et c'était très très difficile à gérer, parce qu'ils rentraient dans l'association, on est de plein pied sur la rue, et ils demandaient à utiliser les toilettes, et quelquefois c'était pour se faire une piqûre de shoot ou bien pour consommer. Quelquefois ils étaient violents, quelquefois ils étaient moitié paf. Donc on a eu pas mal de soucis. Maintenant que la tour d'Assas s'est démolie, ça va peut-être aller mieux, mais comment on gère tous ces problèmes de la rue qui rentrent dans une association éducative, comme le groupe français d'éducation nouvelle, qui veut faire de l'alphabétisation et de la numérisation. Voilà. C'est vrai, c'est une question un peu difficile pour les bibliothécaires. Je pense pas que, en concernant, je pense pas que je peux vous donner une réponse, mais ça peut. Il y a ce genre de public, c'est des jeunes, voilà, et chacun a sa situation. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas, comme c'est peut-être un autre lieu, c'est la médiathèque, il y a quand même un règlement, et après, c'est vrai qu'on a travaillé avec ces jeunes. On n'a pas eu ça, même quand ce matin, je parlais des ateliers de conversation. C'est pas des jeunes, c'est des adultes, mais de temps en temps, quand même, il y a un cas sur une personne, c'est pas ça, depuis qu'on a commencé, où c'est mal passé, voilà, sur un sujet. Et ça dépend de la thématique qu'on aborde. Il y a des sujets thématiques tabous, en fait, où ça crée un peu des tensions. Mais c'est vrai qu'avec ces jeunes mineurs, jusqu'à ce jour, on n'a pas eu ce cas. Et du coup, je suis désolée, je n'ai pas de réponse à votre question. J'ai pas forcément de réponse non plus, mais je pense que
en tout cas concernant les bibliothèques, effectivement, tu as rappelé le règlement. Nous, je sais qu'à la BPI, on peut être face à des personnes en état d'ébriété ou dans des conditions de précarité extrêmes. Et parfois, malheureusement, les agents de sécurité ne les laissent pas forcément rentrer. Mais au-delà de ça, c'est des questions qui doivent remonter à la direction. C'est la direction de prendre les décisions par rapport à ce genre de situation. Et après, on en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi la question de la formation des agents pour pouvoir accueillir au mieux tous les types de publics. Je ne réponds pas à la question, mais c'est ma réflexion par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent rebondir sur cet échange ? En tout cas, moi, je réagis, je rebondis un peu. C'est ce qui me surprend toujours dans ces échanges, c'est de voir Yann qui dit que c'est par hasard que le partenariat s'est mis en place. C'est Roméo qui dit « je ne savais pas que ça existait », mais ça veut dire que personne lui a dit que ça existait aussi. Et c'est dans ces cas-là où je me dis « mais vraiment, il faut absolument que ça soit davantage structuré, que l'offre qui existe en bibliothèque, elle soit connue de tous. Après, il y a toujours la question de quelle est la limite aussi, et jusqu'où va le rôle des bibliothécaires. Et ça aussi, c'est une réflexion à mener. Mais en tout cas, que les bibliothèques soient repérées comme offre de service, il me semble que c'est vraiment un premier pas à faire. Et c'est pour ça qu'on est ici et que ces journées existent. Alors, bonjour, je m'appelle Marie, je travaille à la Mosson, à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, enfin la remarque que tu as faite à Yann et à Roméo, sur la découverte par hasard de ce genre de service. Donc déjà, bravo aux collègues, toutes les collègues des bibliothèques, pour ce que vous faites. Et plus spécifiquement, Yann et Roméo, selon vous, quels seraient les moyens de faire mieux connaître nos services pour que tout le monde puisse y accéder et particulièrement, c'est difficile de faire des programmes que les gens ne peuvent pas lire. Donc, je me posais la question, comment on attire les gens dans nos médiathèques ? Alors, moi, je l'ai connu par le biais de mon association. Je pense que le mieux, la plupart des personnes étrangères sont dans plusieurs associations. Donc, le mieux de faire, c'est de s'approcher de ces associations qui s'occupent des personnes vulnérables, à peu près, pour dire, de faire connaître la médiathèque. C'est vrai que les associations, normalement, nous, on est censé rechercher des partenaires. Donc, en fait, ça fait aussi partie de notre travail de nous rapprocher de partenaires comme les médiathèques pour pouvoir voir ce qui peut être proposé, en fait. Après, c'est vrai que, moi, j'ai dit tout à l'heure que c'était par hasard, et c'est vrai dans mon cas, logiquement, je dois aussi dire que ça n'aurait pas dû l'être. En fait, j'aurais dû peut-être démarcher, mais il y a aussi ça qui marche quand même assez bien. C'est-à-dire que c'est par hasard et en même temps pas par hasard, c'est dans le bouche à oreille avec une autre association avec qui on était en lien que ça s'est fait. Et je pense qu'il faut aussi pouvoir compter sur ça, à mon avis, c'est-à-dire le fait que les professionnels parlent aussi entre eux, et surtout quand on est dans un même, je dirais, dans un même, je sais pas comment on pourrait dire, dans un même secteur qui est celui de l'accompagnement des mineurs non accompagnés, on est amené à pouvoir communiquer régulièrement, et on doit pouvoir se dire que là, les jeunes que tu accompagnes, ils peuvent bénéficier d'un abonnement à la médiathèque. Il y a plusieurs autres choses qui sont proposées. N'hésite pas à organiser. Voilà, éventuellement, je peux même te passer un contact ou ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel tout le travail ne doit pas forcément venir, à mon avis, du démarchage des médiathèques. Il y a aussi les professionnels associatifs qui ont un pas à faire vers ça. Après, il y a aussi la réalité du travail qui fait que des fois, il y a du manque de temps, il y a ce genre de choses. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut réussir. En tout cas, moi, je pourrais, si je rencontrais d'autres collègues, je pourrais facilement leur dire tout l'intérêt qu'ils auraient à pouvoir permettre à leurs jeunes de pouvoir bénéficier de ce que la médiathèque propose. Ça, c'est sûr. Je voulais rajouter aussi, ce serait vraiment aussi de communiquer avec les assistants sociaux, parce que la plupart des jeunes, ils ont des assistants sociaux qui s'occupent de leur démarche, plein de choses. Donc, ce serait aussi agréable de collaborer avec les assistants sociaux. Et effectivement, le bouche à oreille, que ce soit d'une association à une autre ou alors d'un jeune à d'autres jeunes, on sait quand même que
Je pense que toi, tu en as parlé, voilà. Et on a vu quand même que, voilà, on a commencé à accueillir des associations, à avoir des partenariats il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et ça n'a fait que augmenter grâce au bouche à oreille. Et que je pense qu'effectivement, les jeunes aussi et les personnes migrantes se passent le message, heureusement, des médiathèques et s'échangent les bons tuyaux, comme à la PPI, certainement aussi. Bonjour. Je m'appelle Anissa, je suis enseignante FLE. Je fréquente souvent la médiathèque Émile Zola. Je connais bien Muriel, Abiba, qui nous reçoivent régulièrement pour des séances cinéma privées. Moi, j'ai choisi de fréquenter ou de faire découvrir la médiathèque aux jeunes MNA, jeunes migrants, par le biais du jeu vidéo. Donc au début, ça posait un peu de problème à la médiathèque parce qu'ils voulaient absolument qu'on passe par la visite Et puis je trouvais que c'était un peu trop la visite, donc je préférais entrer par le biais du jeu vidéo et petit à petit découvrir les autres services ou prendre le temps pour le prêt, la littérature jeunesse, puisque c'est surtout ça qui intéressait mon public. Et au niveau de l'espace jeux vidéo, c'était un peu cloisonné, c'était difficile d'avoir des rendez-vous, des séances privées pour nos jeunes, pour qu'ils puissent prendre l'habitude de fréquenter ce lieu en autonomie. Donc, avec Abiba et Muriel, le contact est facile et on est bien accueillis. Avec l'espace jeux vidéo, c'est un peu plus fermé. Et aussi au niveau de l'inscription, parfois ça pose problème parce que les gens, au niveau les jeunes n'ont pas toujours les justificatifs demandés. Il faut être habitant de l'agglom pour avoir la carte gratuite. Si on n'a pas les éducateurs ou les personnes responsables de l'ASE pour l'inscription. En fait, c'est que pas tous les agents ont la même vision. Donc avec certains agents, c'est plus facile de faire la carte. Avec d'autres, c'est compliqué, il faut aller voir un petit peu plus haut. Mais sinon, c'est un espace très intéressant pour apprendre le français et la culture française. Merci. Je vais juste répondre à Anissa. Oui, parce qu'on se connaît, on a déjà fait des visites de la médiathèque et des projections. Juste pour la visite la visite découverte de la médiathèque, c'est pas une étape obligatoire. Enfin, c'est un choix. En fait, on précise au début quand on envoie des messages pour dire en fait, il vaut mieux passer par la visite découverte parce que comme c'est un grand bâtiment et pour découvrir les collections pour les publics FLE qui ont besoin de ça. Mais après, c'est pas une obligation. Il y en a qui commencent par une visite, par une projection. Par exemple, les Stank, ils ont commencé par une projection au début et après, ils ont vu le bâtiment. Ça vaut le coup de rentrer dans ce bâtiment parce que parfois, même des personnes lambda, ça fait peur. Et alors, pour des personnes migrantes, allophones, je pense que rentrer dans ce grand bâtiment comme ça en autonomie, c'est pour ça on le propose et on argumente et ça a fonctionné la plupart et préfèrent passer par une visite découverte parce que c'est la clé en fait de rentrer, c'est la clé, on parle des services, les jeux vidéo, ils les découvrent au moment de la visite découverte que ça existe ce service, l'informatique c'est pareil, les ateliers, le cinéma aussi, de regarder un film sur place, c'est au moment de la visite. En fait, ça sert plus d'expliquer tous les services qu'ils peuvent avoir. Pour la carte et les inscriptions, en fait, nous, on a créé un système pour faciliter l'accès à l'abonnement à la carte à ces jeunes par la voie de l'association. Et c'était un accord aussi par notre direction avant. En fait, pour les inscriptions, en fait, généralement, c'est tout ce qui est demandeur d'asile. Voilà, en fait, on leur fait l'abonnement et tout par rapport à leur situation. C'est une entente entre nous et les associations. Après, c'est vrai que après votre avis sur d'autres services, voilà, ça, c'est pas moi qui ai la réponse. Oui, je voulais juste souligner sur la connaissance mutuelle des uns et des autres. Il y a quand même des gros travaux de cartographie qui sont faits à la fois par le Cariforef, puisqu'on est sur le champ de l'illettrisme et de la maîtrise de la langue, sur le site Profil Occitanie qui répertorie l'ensemble des structures qui sont impliquées dans ces actions-là.
Je tiens à souligner, à parler au nom de tous les centres de ressources illettrisme également, qui dressent la cartographie la plus fine des structures qui sont impliquées, y compris les structures de proximité, qui sont sur fonds propres, dans les actions de quartier, etc. Et donc, c'est des annuaires sur lesquels on peut se reporter pour contacter les acteurs et se connaître tous les uns et les autres. Et je tiens à souligner également le rôle d'interface que jouent les centres de ressources illettrisme avec les services des bibliothèques publiques, puisqu'ils mènent souvent des actions au sein des médiathèques ou impliquant les médiathèques, les mettant parfois à contribution, j'en suis désolé. Et puis voilà, donc il y a ce lien de partenariat qui est extrêmement important. Ils font le lien entre tous les acteurs impliqués dans la lutte contre l'illettrisme ou pour la maîtrise de la langue. Et ils n'hésitent pas, bien sûr, à faire déconnaître ces lieux de ressources et de vie que parfois les accompagnateurs ignorent complètement en termes de moyens. Voilà. Et c'est pour ça que les CRIA sont avec nous sur ces journées. Merci beaucoup.